Bonjour, bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur la plateforme Via Santé. Merci de votre fidélité. Nous avons aujourd'hui la pause santé sur les bienfaits des produits naturels avec fabrication d'un produit vaisselle. On va essayer de vous dire un peu comment on peut choisir les ustensiles de cuisine pour rester en bonne santé, parce que je vais vous raconter toute une histoire, justement celle des perturbateurs endocriniens dans un instant. Mais pour le moment, je voudrais me présenter. Donc, je suis Laurence Michelutti, je suis chirurgien, j'ai pris ma retraite, mais c'est une retraite active puisque je préside le comité de sensibilisation pour le dépistage des cancers en Aveyron. Alors, je me suis engagée dans cette voie du dépistage et de la prévention santé, car elle m'a paru indispensable de prévenir les cancers, de les dépister et surtout aussi de faire en sorte que notre environnement qui agit sur notre santé soit le meilleur possible. Voilà, donc c'est ainsi que aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce que sont les perturbateurs endocriniens dans nos contenants et dans notre alimentation. Alors, un petit peu d'histoire, c'est ce que je vous ai dit. Dans les années 1930, des chercheurs anglais découvrent l'effet œstrogénique d'une molécule qu'on appelle le BPA, ce qui veut dire bisphénol d'acétone. Donc, ils découvrent cet effet sur des souris. Et ce BPA sera ensuite transformé en diéthylstilbestrone, qu'on appelait le distilbène. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du distilbène, donc c'était il y a longtemps, mais ça a été largement diffusé. Et ce distilbène était prescrit pour des femmes enceintes qui menaçaient d'une fausse couche, et ça a été prescrit très largement dans les années 1980, jusque dans les années 1980, aux États-Unis, en France. Sauf que le distilbène, qui est un médicament prescrit donc dans ces années 50-60 pour éviter les avortements spontanés, a conduit les enfants qui sont nés de ces femmes sous distilbène à présenter, à naître avec des malformations, à naître avec des cancers de l'utérus chez les filles qui avaient survécu et qui avaient atteint la puberté. Ce qui, du coup, a conduit les États à interdire ce produit dans les années 70. Donc, tout ce que je vous raconte là, ce sont des sources très officielles. C'est l'Institut national du cancer. Voilà, donc je vous raconte l'histoire du distilbène. Alors, pourquoi je vous raconte l'histoire du distilbène? Parce que ce produit a été repris ensuite, ce produit issu du BPA, bisphénol A, a été ensuite utilisé par l'industrie pour synthétiser différents plastiques, entre autres, justement, le polycarbonate de BPA. Le polycarbonate de BPA. Et à partir des années 1980, le polycarbonate se développe dans de nombreuses applications techniques. Des ingénieurs de la plasturgie observent que ce matériau présente de bonnes qualités pour des applications dites sèches, entre guillemets. Je veux dire appareils photo, articles de bâtiment, électricité. Et donc, les limites du matériau sont toutefois observées lorsqu'il est fortement exposé à de l'eau chaude, car l'eau chaude va libérer la molécule initiale du BPA. Mais dans ces années-là, le caractère œstrogénique de la molécule a été complètement oublié ou semble avoir été complètement oublié. Et donc, il a fallu la découverte de Anna Soto. Alors, en 1987-1989, Anna Soto, qui est-elle? C'est une biochimiste qui travaille à Berkeley sur
l'effet cancérigène et la reproduction des cellules cancéreuses. Toute son équipe utilisait jusqu'à ces années-là, pour les expériences, une verrerie, c'est-à-dire les expériences se faisaient dans des tubes à essai en verre. Et puis, l'équipe change et se met à utiliser des contenants plastiques, comme beaucoup d'ailleurs à cette époque-là. Et ces chercheurs, après un long travail d'enquête, finissent par comprendre que leur expérience, qui était bien maîtrisée dans le verre, présente dans le plastique une vitesse accrue de reproduction des cellules cancéreuses. À cause de quoi? À cause de traces de nonylphénol et de BPA. Et c'est ainsi qu'on redécouvre l'effet œstrogénique du BPA, qui avait été connu 50 ans auparavant, mais qui avait été oublié. Or, on sait que les œstrogènes naturels sont connus pour stimuler le sein et favoriser les cancers du sein. Donc, le BPA vient s'ajouter comme une substance étrangère, exogène à notre organisme, et qui fait l'effet des œstrogènes et perturbe donc les hormones dans l'expérience en favorisant le développement des cellules cancéreuses. Suite à ces travaux et aux multiples autres observations sur la biodiversité, le changement de sexe des poissons, la dégradation de la qualité du sperme animal et humain, la communauté scientifique a attribué le terme de perturbateur endocrinien au début des années 90. Et depuis cette époque, les travaux portant sur ce sujet ont donc pris une importance considérable. Les études portant sur les souris de laboratoire permettent d'établir souvent des liens de cause à effet entre ces substances et certaines maladies. En revanche, c'est plus difficile d'être aussi affirmatif pour l'espèce humaine, même si certains liens avec des pathologies sont maintenant avérés. Et lorsqu'on fait le parallèle avec les effets sur le monde animal, on ne peut qu'avoir de sérieuses suspicions pour les mêmes pathologies observées chez l'humain et en forte croissance, comme par exemple les cancers du sein, de la prostate, ce sont les premiers cancers les plus fréquents pour l'homme et la femme, le diabète de type 2 ou l'obésité. Voilà donc l'histoire que je voulais vous raconter qui me semble édifiante par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, puisque nous allons vous parler des contenants dans notre alimentation et puis rapidement aussi, évidemment, de l'alimentation elle-même. Comment ça marche, les perturbateurs endocriniens? Je ne vais pas m'étendre puisque nous n'aurons pas le temps, mais je vous invite à aller sur les précédentes pauses santé où je vous ai expliqué l'effet de la clé de la serrure. Je ne sais pas si celles ou ceux qui nous avaient suivis s'en souviennent, et où je vous ai présenté également le système hormonal de l'humain avec les différentes glandes hormonales. Alors, voilà. Je vais vous donner donc maintenant la définition véritable présentée par l'OMS pour les perturbateurs endocriniens. Vous l'avez devant vous. Selon l'OMS, les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, étrangères à notre organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement des systèmes endocriniens et induire des effets délétères sur cet organisme et sur les descendants. C'est ça qui est aussi très important. Et donc, les perturbateurs endocriniens sont donc des produits chimiques, comme je viens de vous le dire, qui dérèglent notre système hormonal, notre hypophyse, notre thyroïde, nos glandes surrénales ou même notre appareil reproducteur. Et leur caractéristique, c'est qu'on les retrouve partout. On les retrouve dans l'air de nos maisons, on les retrouve dans l'air extérieur, nous vous en avons parlé lors de notre première pause santé. On les retrouve dans les produits que nous utilisons dans notre quotidien, les cosmétiques, notre toilette, notre habillement, et évidemment dans notre alimentation
et dans les contenants de notre alimentation. Nous allons vous en parler tout de suite. Voilà. Et puis, je voudrais à nouveau vous redire les choses importantes. Les perturbateurs endocriniens sont surtout néfastes dans les 1000 premiers jours de l'enfant, c'est-à-dire de la conception à ses 2 ans. Ils sont donc néfastes pour la femme enceinte, pour le bébé, le tout jeune enfant, l'adolescent qui vit sa puberté. C'est ces périodes-là qui sont particulièrement sensibles et qui vont avoir des effets néfastes et des effets secondaires, des effets délétères. Et puis, une deuxième chose que je voudrais redire, je vous l'ai déjà dit, mais c'est que la dose ne fait pas le poison. Je vous avais expliqué que même à toute petite dose, un perturbateur endocrinien perturbe nos hormones, même à des toutes petites doses infimes. Enfin, vous avez vu qu'il pouvait avoir des effets délétères, non seulement sur notre organisme, mais aussi sur nos enfants, sur une, même 2 générations. Donc, ils ont ce qu'on appelle un effet transgénérationnel. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Sur la diapo suivante, vous allez voir, sur la diapo donc suivante, qu'il y a 3 sources de pénétration. Et aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter les perturbateurs endocriniens dans nos aliments et dans nos boissons, ainsi que dans nos contenants. Alors, dans nos aliments et dans nos boissons, il faut tout de suite insister sur l'effet, les pesticides qui sont pour la plupart des perturbateurs endocriniens et que l'on retrouve dans notre eau que nous buvons, mais aussi dans les fruits et les légumes qui sont traités. Et on estime que la moitié de nos aliments présentent des résidus de pesticides. Donc, je ne peux pas ne pas vous parler de l'étude Nutrinet. En effet, en 2018, et vous allez le voir sur justement cette diapo, donc la diapo suivante, voilà, l'étude Nutrinet qui est parue en 2018 a révélé que manger bio réduit les risques de cancer de 25% et de 34% les risques de cancer de post-ménopause et de 76% les risques de lymphome, qui sont, le lymphome étant un cancer du sang, de notre sang. C'est une chercheuse française qui s'appelle Emmanuelle Quesguillot de l'INRA qui a démontré sur une étude épidémiologique publiée donc en 2018 dans la revue JAMA Internal Medicine, et elle a démontré qu'un corpus scientifique récent sur les mélanges de molécules et des expositions chroniques à faible dose suggère que les risques posés par les traces de produits phytosanitaires, alors produits phytosanitaires, ce sont donc des pesticides, sont au contraire bien réels pour le consommateur. Donc, les risques des produits, même sous forme de traces, des produits phytosanitaires, sont réels pour le consommateur. Alors, cette étude, elle a été conduite sur 70 000 volontaires et elle s'est étalée entre 2009 et 2016. Et les résultats ont montré donc, comme je viens de vous le dire, 25% de cancers en moins pour les gros consommateurs bio et avec une réduction du risque qui va jusqu'à 34% pour les cancers du sein post-ménopausique et 76% pour les cancers du sang qu'on appelle les lymphomes. Voilà, donc ces conclusions de Emmanuelle Quesguillot sont largement cohérentes avec des résultats précédents des études menées sur les expositions professionnelles aux pesticides, par exemple les agriculteurs ou les professionnels qui manipulent ces produits. Et cette étude est très importante car elle renforce la plausibilité d'un lien entre l'effet mis en évidence, l'augmentation du risque de cancer, ou en mangeant sans faire attention, ou au contraire sa diminution en mangeant bio. Donc, c'est très important de bien choisir ce que nous mangeons. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'étude Nutrinet. Pour la suite, je vais essayer de vous présenter assez succinctement différents
perturbateurs endocriniens les plus fréquents, ceux qu'on rencontre le plus souvent. Donc, vous voyez sur cette diapo que le bisphénol A, celui qu'on appelle justement le BPA, eh bien, c'est une molécule qui existe dans les plastiques en polycarbonate et dans les revêtements époxy des boîtes de conserve, par exemple. Les polycarbonates et les résidus peuvent libérer donc du bisphénol A et contaminer nos aliments et nos boissons. Il est maintenant interdit en France et dans l'Union européenne, mais l'Union européenne, qui a réduit en principe les seuils de minoration dans certaines denrées, ne contrôle pas d'autres formes qui sont réapparues, donc sous des formes bisphénol S ou autres, donc des molécules qui sont très peu différentes chimiquement et qui ont les mêmes risques de perturbation hormonale. Voilà donc pour les BPA. Je voudrais aussi vous citer les phtalates qui sont utilisés dans les plastifiants des plastiques, dans les produits en PVC, donc le PVC c'est le polychlorure de vinyle. Certains, heureusement, sont interdits pour les jouets des enfants de moins de 3 ans, mais on les retrouve dans certains cosmétiques, dans certains médicaments, dans certains dispositifs médicaux. Quel est le danger des phtalates? Eh bien, ils entraînent des dérèglements possibles, par exemple, féminisation du fœtus mâle, diminution de la fertilité du jeune adulte, obésité, cancer du sein, de la prostate. Voilà pour les phtalates. Et comment ça marche? Alors, si Marie peut me passer, voilà, la diapo suivante. Voilà, vous avez un petit exemple, c'est un de mes pots de confiture que j'ai retourné pour vous montrer que dans le couvercle se trouve un revêtement qui est justement du bisphénol A. C'est un enduit, et le couvercle est enduit de bisphénol A. Quand nous retournons les pots de confiture bouillants pour mieux les étanchéifier, nous provoquons une altération de la molécule de bisphénol A qui va se libérer dans la confiture. Donc, vous aurez une confiture au bisphénol A, ce qui n'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc c'est un petit exemple pour vous rappeler que ne retournez pas vos pots de confiture car ces molécules sont fragiles et peuvent se libérer sous l'impact de la chaleur ou de la cuisson. Et je voulais aussi, avant de vous parler des gestes simples pour bien choisir votre vaisselle, vous citer le dernier des perturbateurs endocriniens que je vous présenterai aujourd'hui, qui sont la classe des perfluorés que l'on rencontre dans les produits imperméabilisants, par exemple les nappes hydrofuges, dans les cartons à pizza, dans la vaisselle papier jetable. Ils constituent également le revêtement anti-adhésif des ustensiles de cuisine et dont certaines poêles. Mais je pense que Marie vous prépare une petite surprise par rapport aux poêles. Et ils sont partout dans notre environnement, ils peuvent persister dans notre organisme pendant des années. Donc les perfluorés sont vraiment des molécules qu'il faut essayer au maximum d'éliminer parce que leur impact, eh bien, c'est toujours l'atteinte de la fertilité, toujours l'obésité et aussi diminution de l'immunité. Et donc là, eh bien, cette diapo, c'est justement pour vous dire que des gestes simples peuvent vous éviter, la diapo précédente, vous éviter justement une altération, un dérèglement hormonal, une altération de votre santé, de celle de votre famille. Et vous pouvez donc choisir des contenants sans perturbateurs endocriniens, en évitant si possible tous les ustensiles traités au téflon qu'on retrouve justement dans les poêles, certaines poêles anti-adhésives. Éviter les récipients en plastique et les films plastiques. Je vous cite le numéro 3, qui est le PVC, ou le numéro 6,
Le numéro 7, vous trouvez les petits symboles à l'arrière des récipients en plastique dans un triangle. Vous pouvez éviter les boîtes de conserve, les canettes, sauf évidemment celles qui portent la mention sans BPA. Et je vous invite à utiliser, sans vous casser la tête, des ustensiles en verre. Par exemple, tous les contenants qui étaient autrefois en plastique, style les petits récipients pour garder notre nourriture, eh bien, utilisez plutôt ceux en verre. Vous pouvez aussi utiliser des contenants comme les casseroles en inox, des poêles que vous pouvez avoir en inox, en fer. Le grès et la céramique sont excellents aussi pour votre santé, et la fonte émaillée également. Donc, il y a de nombreuses façons de choisir des contenants qui n'auront pas de perturbateurs endocriniens, donc qui ne seront pas dangereux pour votre santé. Voilà, je voulais vous dire tout ça et je suis à votre disposition si vous avez des questions. En tout cas, je voulais vous donner ce lien avec le comité de sensibilisation, donc ce comité que je préside et qui vous donne régulièrement des recettes, des bons conseils et qui vous donne aussi tous les renseignements sur le dépistage des cancers. www.préventiondepistagecancer12.fr. Donc, voilà, je suis à votre disposition si certaines personnes ont des questions. Je lis, voilà, vous avez dans le chat notre lien. Est-ce que, voilà, donc le comité organise des ateliers en présentiel également. Nous avons beaucoup d'activités, d'actions au sein des collèges pour les jeunes. Nous allons aussi dans les lycées. Nous avons aussi des actions auprès des seniors par rapport à l'alimentation, à des conseils sur mieux manger, pour des conseils sur bouger, faire de l'activité physique. Donc, nous utilisons toutes nos capacités, pas que de site. Nous allons dans tout l'Aveyron pour justement prodiguer des explications sur comment rester en bonne santé, éviter justement d'avoir des perturbateurs endocriniens dans notre alimentation et dans nos ustensiles de cuisine. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à Marie Rouget, qui est là et qui va vous parler justement en détail des contenants et vous présenter la recette du liquide vaisselle. Voilà, Marie, c'est à vous. Bonjour à tout le monde, je suis Marie Rouget, je suis animatrice d'atelier santé éco-citoyen. Je prends le relais donc au docteur Laurence Michelutti pour aborder tous les aspects pratiques de ce thème aujourd'hui donc consacré aux ustensiles et aux produits que nous utilisons en cuisine. Donc, nous allons commencer ce sujet par quels ustensiles privilégier dans notre cuisine. Eh bien, nous utilisons depuis plus de 30 ans maintenant un ustensile quotidiennement qui est la poêle anti-adhésive. La poêle anti-adhésive, et oui, à 30 ans, puisque ce qu'on appelle aussi plus communément les poêles en Tefal ont été inventés en France, et on peut être fier, c'est effectivement un Français qui est Marc Grégoire, ingénieur, qui a inventé le concept du téflon dans la poêle anti-adhésive. Marc Grégoire s'est inspiré en fait de ce processus
qui à l'origine était utilisé dans la métallurgie aux États-Unis. Il l'a adapté donc pour réaliser des poêles qui permettent donc la cuisson des aliments et l'aliment glisse et n'attache pas du tout donc au moment de préparer le repas. Sauf que ces poêles en Tefal que nous avons dans notre cuisine, aujourd'hui, nous savons qu'elles sont fabriquées donc avec 2 substances chimiques. Le Tefal, donc on appelle Téflon, en fait, qui est maintenant porte le nom de la marque, qui avait été donc créé par Marc Grégoire, et un autre produit chimique qui s'appelle le PFOA. Ces 2 substances, l'on sait aujourd'hui du point de vue scientifique qu'elles sont nocives pour notre santé puisque, comme nous l'a expliqué le docteur Michelutti, ce sont des perturbateurs endocriniens qui vont donc avoir une influence sur notre système hormonal. Le téflon et le PFOA étant des substances chimiques nocives, comment elles peuvent agir sur notre organisme? Eh bien, tout simplement, quand vous avez votre poêle qui commence à s'user, avec le grattage, avec la fourchette, quand vous prenez les aliments à l'intérieur de la poêle, vous allez effectuer quelques griffures sur l'intérieur de la poêle et ces griffures vont donc endommager la partie du téflon. Et c'est là donc qu'il va se passer en fait tout simplement une transmission des substances chimiques de la poêle vers les aliments, principalement au moment de la hausse en température, quand vous avez donc la poêle qui est donc sur votre plaque chauffante, qui peut être soit à gaz, soit vitrocéramique ou autre. La montée en température, c'est là que tout se passe. Et c'est là que les substances chimiques vont migrer donc vers les aliments à l'intérieur de la poêle. Et ensuite, vous allez consommer ces aliments, donc vous allez consommer les substances chimiques. Voilà. Ce que nous proposons et ce que nous suggérons aujourd'hui, c'est peut-être d'aller vers d'autres ustensiles pour chauffer vos aliments, en particulier le fer et l'inox. J'ai donc là à ma possession une poêle en fer. Le fer, c'est vraiment le produit pratiquement miracle. Pourquoi? Parce que le fer, déjà, c'est un produit qui est donc illimité en termes de durée, très résistant et donc qui ne va dégager aucune substance chimique. Alors oui, certains d'entre vous vont me dire l'inconvénient du fer, c'est que c'est lourd, beaucoup plus lourd qu'une poêle en Tefal et c'est difficile à nettoyer et à entretenir. Alors oui, je le conçois, effectivement. Il faut savoir un petit peu adapter en fait ces modes de cuisson, ces modes de préparation des aliments et aussi sa façon d'entretenir donc cette poêle en fer. Effectivement, on va la chauffer plus doucement, on va faire une montée en température plus douce, ce qui va permettre en fait de conserver toute la saveur de la viande en particulier, parce que avec le fer, la viande va griller à l'extérieur, mais va garder tout son moelleux à l'intérieur. On appelle cela donc d'ailleurs, ça a un nom particulier, puisque c'est la réaction de Maillard qui permet vraiment de cuisiner les aliments dans des conditions optimales et surtout de garder toute la saveur pour déguster donc la préparation dans les meilleures conditions. C'est pour cette raison, bien sûr, que les grands chefs, que les grands cuisiniers ont toujours dans leur cuisine professionnelle des ustensiles en fer. Alors, on a le poids, mais on a tellement tous les avantages culinaires et toutes les saveurs et surtout la durabilité de ces ustensiles. Donc, nous avons le fer. Et puis, nous avons une autre matière qui est l'inox. L'inox, c'est aussi un produit qui est lourd, effectivement, mais qui a une durée de vie tout à fait illimitée,
qui ne va pas dégager des substances ou des produits, qui va rester tel quel tout au long de la vie. Et l'inox, le petit conseil pour l'acheter, c'est qu'il faut choisir de l'inox 18-10. C'est la qualité que vous retrouvez sur la petite étiquette qui va avec le produit quand vous l'achetez. 18-10, ça veut dire quoi? Ça veut dire 18% de chrome et 10% de nickel. C'est la base de fabrication des poêles et de tous les ustensiles en inox que l'on trouve dans le commerce. C'est tout simple, 18-10, c'est garant de la qualité optimale de votre ustensile en inox, qui peut être du coup une casserole, une poêle, un faitout, tout objet qui va vous permettre donc de cuire dans de bonnes conditions tous les bons petits plats que vous préparez pour votre famille. Voilà, donc ce sont vraiment des conseils très importants. L'inox et le fer, c'est vraiment en plus des matériaux qui existent depuis très longtemps, qui durent dans le temps, qui ne se détériorent jamais. Et vraiment, l'avantage numéro 1 aussi, c'est le coût. Parce que si vous choisissez matériaux en inox et en fer, vous allez faire un investissement au niveau de l'achat, puisque c'est effectivement des produits plus chers vendus dans le commerce, mais vous allez les garder à vie. Si vous optez pour des poêles en Tefal, malheureusement, pour garder une qualité intacte, vous allez devoir les changer tous les 3-4 ans. Et sur la durée, évidemment que les économies iront bien plus vers les matériaux comme le fer et l'inox. Voilà pour mes conseils. Alors, c'est vrai que vous avez des questions en m'indiquant que il y a d'autres matériaux qui sont proposés, comme la pierre, etc. Je vois à travers vos questions et vos commentaires. Mais tous ces autres matériaux contiennent dans tous les cas une substance à l'intérieur qui permet de glisser et de ne pas accrocher les aliments et qui va rester une substance aussi qui sera basée sur des produits chimiques à mettre de côté pour votre santé. Pour l'achat, je vois que vous me proposez donc un certain nombre de possibilités d'achat dans des magasins, des grandes surfaces. Oui, pourquoi pas, mais c'est bien de pouvoir aller vers les magasins spécialisés et les quincailleries spécialisées. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà un bon conseil d'un expert, de quelqu'un de compétent et que vous pourrez choisir plus facilement toute une gamme de produits. J'attire juste votre attention sur le fait que, par exemple, les poêles en fer ou les différents ustensiles de cuisine, les faitout en fer et les casseroles en fer, il y a un seul fabricant en France, un seul. Voilà. Je peux peut-être pas le citer, mais il n'y en a qu'un seul. Et effectivement, son produit n'est vendu que dans les magasins spécialisés. On ne le trouve pas spécifiquement dans les grandes surfaces. Il vaut mieux aller vers des magasins spécialisés. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à cette première partie? Voilà, non, pas spécialement. Donc, je vais continuer vers la deuxième partie. L'usage des plastiques et le micro-ondes. Alors, pour cette deuxième partie, donc, le micro-ondes, quel est le bon usage du micro-ondes? Alors, c'est vrai que qui n'a pas dans sa cuisine un micro-ondes pour faire réchauffer des plats parce que effectivement, aujourd'hui, on est dans des contraintes de rapidité, d'efficacité, surtout sur la pause déjeuner. Donc, il faut aller au plus près et sortir peut-être d'un plat du congélateur ou du frigo et le mettre direct dans le micro-ondes pour le réchauffer avant de le consommer. Ce que je vous préconise aujourd'hui, c'est que bien sûr que le micro-ondes est un peu l'outil indispensable, mais vous pouvez peut-être adopter une façon différente de l'utiliser. Par exemple,
je vous recommande vivement de ne plus chauffer du plastique dans votre micro-ondes. Madame le docteur Michelutti l'a signalé dans la première partie. L'on sait avec certitude aujourd'hui par rapport à toutes les études qui ont été menées ces 20 dernières années que chauffer le plastique à une température élevée va en fait dégager toutes les substances contenues dans le plastique. Elles vont migrer vers l'aliment et cet aliment, nous allons le consommer. Donc, nous allons consommer un certain nombre de substances chimiques qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Le conseil essentiel, c'est plutôt que de mettre une barquette plastique au micro-ondes pour réchauffer votre plat, même s'il est indiqué au dos de la barquette plastique que ce support va au micro-ondes, je vous recommande de prendre l'aliment, de le verser dans une assiette ou dans un plat en verre, de déposer dessus une autre assiette et là de le mettre au micro-ondes pour faire réchauffer votre plat. Vous garantissez toutes les qualités de chauffe de votre plat sans prendre aucun risque. Il en est de même pour les biberons. Évitez de les chauffer au micro-ondes. Faites-les chauffer plutôt dans un chauffe-biberon ou tout simplement, c'est plus pratique de pouvoir faire au bain-marie. Le bain-marie est la solution idéale aussi pour réchauffer un aliment et surtout un biberon. Quand on prend un aliment, qu'on le met dans une assiette et ensuite, ou bien dans du verre, ensuite au micro-ondes, là, on ne prend aucun risque et c'est vraiment très confortable. Donc, j'invite vraiment à tout le monde d'aller vers cette solution pour faire réchauffer vos plats. Le principe étant que le plastique, c'est un support effectivement que l'on retrouve partout dans notre cuisine et que l'on retrouve absolument partout dans notre quotidien. On peut conserver des supports en plastique, mais surtout, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de les chauffer. C'est la montée en température du plastique qui le rend nocif et dangereux. Pour autant, je vous encourage à limiter le plus possible la consommation des plastiques dans votre quotidien et privilégier d'autres supports, le bois, le verre, l'inox, le fer. Tous ces contenants-là sont tout aussi agréables et absolument pas nocifs pour notre santé. Le bois, le métal, l'inox, le fer, le verre sont des contenants qui existent depuis toujours dans notre cuisine. Eh bien, essayons de les privilégier largement et laissons de côté tout ce qui est en plastique parce que, vous le savez aujourd'hui, on en parle beaucoup dans les supports médias. Le plastique n'est pas bon du tout pour notre santé et n'est pas bon du tout pour notre santé et celle de tous les êtres vivants de notre environnement et de tout ce qui est de notre quotidien. Aujourd'hui, vous voyez bien que l'on retrouve malheureusement des contenants en plastique dans les rivières, dans les océans. Et le plastique a un grand défaut, c'est qu'il ne se détruit quasiment jamais. Et le plastique n'est surtout pas recyclable, malgré certains messages de marketing que nous voyons dans les médias. Seulement 20% de la globalité de tous les milliards et les milliards de tonnes de plastique que nous consommons dans le monde sont recyclables. 20%, c'est rien par rapport à toute cette consommation absolument phénoménale. Donc, si chacun de nous, dans notre foyer, dans notre maison, pouvons réduire tous ces contenants plastiques qui ensuite atterrissent dans les poubelles noires et malheureusement sont enfouis dans la terre parce qu'ils ne peuvent pas être détruits. Si nous pouvons les limiter dans notre quotidien, ce serait vraiment une réussite pour notre santé
et l'environnement et l'ensemble des êtres qui vivent sur notre planète. Voilà mon conseil important. Il me reste maintenant à vous parler de la dernière partie qui est les produits ménagers. Alors, qu'est-ce que nous entendons par produits ménagers? Eh bien, tout ce que nous avons dans nos placards, qui remplissent tous nos placards et qui nous permettent de nettoyer les surfaces à la cuisine, de nettoyer les vitres, de faire la vaisselle, de laver notre linge, tous les produits spécifiques que l'on trouve pour laver la baignoire, la salle de bain, nettoyer les carreaux et la céramique de notre salle de bain, absolument tout ce qui est donc de l'entretien courant de notre maison. Quand nous nous rendons dans une grande surface, nous voyons des rayons immenses avec d'infinies propositions de produits. On pourrait tout à fait avoir un usage beaucoup plus restreint de toute cette diversité de produits que nous rencontrons et qui nous sont proposés dans les grandes surfaces. En fait, au cours de ces 30 dernières années, les fabricants, les industriels ont voulu nous proposer une gamme de produits très, 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 très large, très, 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 très vaste, beaucoup trop vaste, qui aujourd'hui finalement nous amène à nous retrouver devant des rayons sans pouvoir réussir à faire le choix. Quel produit, pourquoi celui-ci, pourquoi pas celui-ci? Je vais avoir un produit pour les vitres que je ne vais pas pouvoir utiliser pour un autre usage et ainsi de suite. Mais pourquoi ne pas revenir finalement à des choses toutes simples, toutes basiques de nos grands-mères, qui sont aussi des produits que nous utilisons depuis 20, 30, 50 ans, qui sont finalement des produits de base tout simples, très peu onéreux, avec du coup une limitation très importante des contenants, parce que qui dit un produit pour les vitres, un produit pour le sol, un produit pour la vaisselle, un produit pour laver le linge, un produit pour laver la vaisselle, dit multiplication des contenants, et ces contenants sont en plastique dans 90% des cas. Donc, ces contenants finissent dans nos poubelles noires et finissent enfouis sous la terre, puisque dans, je le rappelle, 90% des cas, on ne peut pas les recycler. Pourquoi ne pas se restreindre à juste 3-4 ingrédients produits dans son quotidien? Et à partir de là, on fait des économies de contenants, on fait des économies pour notre porte-monnaie et notre budget, ce qui est quand même très positif. Et on va vider aussi, du coup, et faire de la place dans tous nos placards. Quels sont ces produits? On vous en parle de plus en plus sur des tutos, sur des propositions diverses et variées d'associations qui se mobilisent aujourd'hui pour l'environnement. C'est donc le vinaigre blanc, qu'on appelle aussi le vinaigre ménager, le savon noir. Bon, je vous montre le savon noir, qui est donc un produit liquide à base d'huile d'olive. Ce produit ne contient que 2 ingrédients à la base, donc déjà on simplifie beaucoup les choses. Le produit aussi vraiment essentiel, c'est le bicarbonate de soude, qui peut être utilisé absolument partout dans notre maison. Nous en avons parlé sur les précédentes pauses santé, quand nous avons évoqué les désodorisants et les savons. Le bicarbonate de soude, c'est le produit absolument pas onéreux qui désinfecte, qui assainit, qui désodorise, qui lave, qui nettoie, qui a des vertus absolument fantastiques.
On peut aussi utiliser des paillettes de savon de Marseille, à condition de s'assurer que ces paillettes de savon de Marseille viennent et proviennent des deux principaux fabricants de savon de Marseille qui sont encore sur place sur le marché, enfin, qu'on peut trouver donc à Marseille, tout simplement, qui sont encore des petites entreprises artisanales. Et voilà, on a quasi nos 4 ingrédients et on a besoin de rien d'autre dans notre cuisine et dans notre quotidien pour laver absolument tout dans la maison. Et c'est ça qui est fabuleux. Il faut vraiment revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est tellement confortable. Que contiennent les produits que nous avons actuellement dans nos placards et que nous achetons dans les commerces? La plupart des produits contiennent des substances chimiques qui ont été au fur et à mesure des années ajoutées par les industriels parce que principalement ces substances chimiques ont une vertu moussante. Nous aimons la mousse. La mousse, ça donne une sensation de propreté, ça donne une sensation d'efficacité, mais c'est un leurre. C'est un leurre. Donc, on a besoin de faire mousser la vaisselle quand on la lave, on a besoin de faire mousser les vitres, on a besoin de faire mousser quand on frotte sa salle de bain ou son lavabo. Et ne parle pas des toilettes. Eh bien non, ça c'est vraiment, vraiment une erreur. C'est vrai, ça donne de la facilité, on a l'impression que ça va être plus propre, mais pas du tout. Le produit chimique qui crée la mousse dans le produit nettoyant est un produit particulièrement toxique que nous allons inhaler, que nous allons toucher avec nos mains. Et sur la durée, à force d'inhaler ce produit et de le toucher parce qu'on va l'utiliser avec une éponge sans porter de gants, il va y avoir donc pénétration. Et comme nous l'a expliqué le docteur Michelutti dans la première partie, pénétration dans l'organisme dit ensuite risque et danger pour notre santé. Donc il y a déjà ce premier produit chimique qui est utilisé par les industriels. Et ensuite, il y a quantité d'autres produits pour obtenir le parfum, pour obtenir la texture, pour rendre le produit finalement attractif à la vente. C'est le cas en particulier de tous les adoucissants qui sont vendus pour laver notre linge. On va vous vanter les mérites d'une odeur qui va nous emporter dans les effluves de lavande, de aloe vera, de parfums très agréables et qui va nous faire voyager. Le marketing nous amène dans des voyages odorants, olfactifs, particulièrement, qui donnent particulièrement envie. Mais tout cela, ce sont des produits et des substances chimiques. Aucun agent lavant ne contient de produits naturels pour parfumer. Pas du tout, ce ne sont que des substances chimiques. On va recréer des parfums de lavande, de fleurs, de roses, etc. pour vous être agréable. Mais malheureusement, tout cela, c'est pas bon pour notre santé. Ensuite, on va vous proposer une texture agréable, une couleur, du rose, du bleu, parce que voilà, ça va nous donner peut-être plus de plaisir dans le fait de faire l'entretien de notre maison. Mais on en revient au même sujet. Et tout cela, c'est très nocif pour notre santé dans la mesure où on en fait un usage régulier, quotidien, répétitif. Ces produits s'appellent benzène, éthylbenzène, toluène, méthanol, sont pour la plupart à minima allergènes, voire cancérigènes. Et malheureusement, la liste de tous ces produits ne figure pas du tout sur les contenants que vous achetez. Si vous regardez sur votre produit vitre, votre produit vaisselle, votre produit pour laver le linge, l'adoucissant, les savons, etc., vous allez vous rendre compte que la liste des composants est très réduite. Pourquoi? Parce que les fabricants, les industriels n'ont absolument pas l'obligation
de communiquer toute la liste et la composition des produits et des composants. Et c'est bien dommage. La loi française n'autorise pas du tout les fabricants à lister tous les produits chimiques qui figurent dans les produits vaisselle, les savons, les produits vitrés, etc. Et de ce fait, on nous met en avant une bonne odeur, un bon parfum, une couleur agréable, mais la réalité, elle est peut-être très différente. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à revenir vers des produits les plus naturels possibles, le vinaigre blanc, le savon noir, le savon de Marseille, le bicarbonate de soude, auquel vous pouvez ajouter à très faible dose, et surtout pas pour les femmes enceintes, des huiles essentielles. Les huiles essentielles ont des vertus tout à fait extraordinaires, puisqu'elles sont basées sur des principes actifs de plantes, mais doivent être utilisées avec beaucoup de précautions et de modération. Pour cela, prenez conseil auprès des pharmaciens qui sont des professionnels compétents pour vous renseigner. Voilà. Donc, je vois que dans les commentaires, vous me signalez effectivement que vous êtes vigilant par rapport aux parfums chimiques qui figurent dans les différents produits que vous utilisez. Ben, c'est très bien, c'est très bien. Faites attention, lisez les étiquettes, mais comme les étiquettes sont souvent très incomplètes, il vaut mieux revenir vers des bases d'ingrédients très simples. C'est vraiment le conseil le plus important que nous pouvons vous apporter aujourd'hui pour votre santé. Voilà, puisque vous savez que nous manipulons ces produits de façon très répétitive et que quand nous avons l'habitude de laver, par exemple, notre plan de travail ou la table de la cuisine avec ces produits, parfois nous rinçons pas très bien la table et le plan de travail. Et ensuite, nos enfants vont venir goûter des petits de tout âge. Et là aussi, il y a un risque aussi de pouvoir poser des aliments qui vont s'imprégner de ce produit que nous avons utilisé, qui contiennent des substances qui vont éventuellement muter de la table vers le fruit ou l'aliment que vous aurez posé, sans avoir la précaution de bien rincer. Restons sur des choses toutes simples. Hein. Le plus simple, c'est le moins onéreux et c'est ce qui va nous permettre de protéger notre santé. C'est essentiel. Je vais donc maintenant vous proposer la recette pour terminer cette deuxième partie. Alors, la recette, donc, c'est le produit vaisselle avec des bases toutes simples. On va prendre 1 litre d'eau bouillante, 2 cuillerées à soupe de savon noir, 1 cuillerée à soupe de bicarbonate de soude, auquel vous allez pouvoir ajouter pour cette recette toute simple un parfum que vous allez aller tout simplement cueillir et ramasser, soit dans votre jardinière, soit dans votre jardin, soit que vous allez pouvoir aussi trouver chez un commerçant à proximité dans votre quartier. Je vous propose d'accompagner votre recette de produits vaisselle par du thym, du romarin ou une autre aromate de votre goût, de votre faveur qui vous plaît par son parfum naturel. À cette recette, il y a aussi la possibilité d'ajouter 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc et 1 cuillère à soupe de cristaux de soude. Certains sont très amateurs de ces produits et les connaissent déjà. Et vous avez déjà l'habitude de les utiliser chez vous. Donc, vous pouvez, vous voyez, varier un petit peu la recette. Dans tous les cas, le vinaigre blanc, les cristaux de soude, le bicarbonate de soude restent des produits de base très peu coûteux, très pratiques
d'un usage plutôt très simple. L'étape numéro 1, nous allons mélanger le savon noir avec le bicarbonate, puis on rajoutera l'aromate. Attention pour les cristaux de soude, prudence, ils peuvent être irritants. Donc pour manipuler ceci, je vous conseille de porter des gants, de couvrir votre nez et la bouche éventuellement avec un masque. Aujourd'hui, un masque, on en a toujours un sous la main. L'étape numéro 2, c'est de laisser reposer ce mélange que vous venez de préparer pendant quelques heures. Vous pouvez, c'est une option, rajouter 20 gouttes d'huile essentielle pour apporter le petit parfum. Mais attention, je le rappelle, à prescrire pour les femmes enceintes. Et là, vous obtenez donc votre petit mélange pour réaliser votre produit vaisselle. Alors, j'ai souvent la question qui est la suivante. Est-ce que je peux mettre aussi des paillettes de savon de Marseille? Alors, si vous avez déjà expérimenté la recette et effectivement rajouté des paillettes de savon de Marseille, il faut savoir que les paillettes de savon de Marseille, il faut d'abord les diluer dans de l'eau chaude ou tiède parce qu'elles ne vont pas se fondre facilement. C'est l'inconvénient des paillettes de savon de Marseille. Donc, plutôt, on met de côté cette option-là, sauf pour les adeptes. Mais en règle générale, si vous voulez avoir un produit simple à utiliser, qui aura une certaine texture et que vous pouvez utiliser pour laver la vaisselle, mais aussi, pourquoi pas, d'autres usages, il vaut mieux mettre de côté les paillettes de savon de Marseille. Voilà. Alors, quel savon noir je vous conseille? Un savon noir bio, que vous aurez acheté de préférence dans un rayon bio d'un magasin pour en garantir la qualité, puisque un savon noir, je le rappelle, ne contient que 2 ingrédients et rien d'autre. Donc, il vaut mieux s'assurer vraiment de cette qualité-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre? Voilà, non, je ne vois pas d'autres questions. Donc, cette petite recette se prépare en quelques minutes et vous pouvez la conserver vraiment un long moment. Je vous suggère bien sûr de mettre votre préparation dans un bocal en verre et non en plastique. Bien sûr, hein, on a parlé du sujet précédemment. Le verre, c'est tellement plus pratique. Vous pouvez fabriquer tous vos produits ménagers et les stocker donc dans des bocaux en verre pendant plusieurs mois. Il n'y a aucun problème. Le bicarbonate de soude, le savon noir et tous les autres ingrédients se conservent très longtemps du moment qu'ils sont dans un bocal fermé à l'abri de l'air. Voilà. Donc, le temps de conservation, j'ai donc répondu à l'instant à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas davantage pour l'instant. Eh bien, voilà. Donc, en conclusion, c'est donc les petits conseils que je peux vous apporter pour rappel. C'est donc de privilégier les contenants en verre et non en plastique. Et pour les ustensiles de cuisine dans la maison, privilégiez le fer, l'inox, le bois, le verre. Vous y gagnerez en qualité, vous y gagnerez en économie, en budget et pour votre santé, c'est l'idéal pour vous-même et toute la famille. Tous ces gestes que vous allez pouvoir adopter au quotidien vont vous permettre de vous faciliter la vie malgré tout et sont des gestes pour la santé, la vôtre, mais celle aussi de notre environnement. Et c'est essentiel. Tous les petits gestes que nous pouvons adopter les uns et les autres dans notre quotidien, chacun dans notre foyer,
multiplié par le nombre d'habitants et de cette planète dans laquelle nous vivons, eh bien, c'est une manière de prolonger la vie, de prolonger le bien-être de tous, et c'est quand même essentiel. Voilà. Je vais peut-être redonner la parole au docteur Michelutti pour qu'elle puisse conclure cette petite rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie, pour cet exposé extrêmement vivant, très intéressant, plein de bons conseils. Je remercie aussi les auditeurs, les auditrices qui ont posé des questions intéressantes. Je vous donne rendez-vous donc sur notre site comme nous vous l'avons présenté et revoyez ces pauses de santé sur la plateforme Je vis bien-être de Via Santé. C'est plein de bons conseils et c'est vraiment une façon de rester en bonne santé. Voilà, bonne soirée à tous. Merci et à une prochaine fois.